Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'avais ouvert une foire aux questions, donc j'en fais souvent sur Instagram auxquelles je réponds directement en story, mais des fois j'aime bien aussi pouvoir laisser une trace, pouvoir avoir un endroit où renvoyer les personnes quand on me pose des questions aussi. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. La vidéo du jour est sponsorisée par la marque Aglaia & Co dont je porte les fabuleux bijoux. C'est une marque qui est éthique, engagée, qui vraiment a des ateliers en France, qui soutient l'artisanat local et qui fait très attention aux matériaux qu'elle va utiliser. Par exemple de l'argent recyclé, il va y avoir des pierres qui sont éthiquement sourcées avec vraiment un vrai suivi. On peut voir d'où elles viennent, comment elles ont été fabriquées. Donc leur site est très transparent et c'est vraiment une de leurs politiques. C'est également une marque marseillaise qui est la ville dans laquelle j'habite. Donc je suis très contente de pouvoir soutenir cette entreprise aussi par mon travail et qu'elle me soutienne également dans ma création de contenu en sponsorisant cette vidéo. 5% de leur chiffre d'affaires, donc pas de leur bénéfice mais vraiment de leur chiffre d'affaires, donc c'est vraiment une grosse somme, est reversée à des associations. Vous pouvez choisir au moment où vous faites votre commande, vous pouvez choisir par exemple L214, la Croix-Rouge, la lutte contre le cancer du sein, enfin ils ont vraiment plusieurs associations que vous pouvez soutenir selon ce qui est vraiment important pour vous. Au niveau de ce que je porte aujourd'hui, je vais avoir le collier Pasistea, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais qui est avec de la pierre d'aquapraz, avec la bague également. Je vous mettrai des petits close-ups pour que vous voyez de plus près, mais leurs bijoux sont vraiment magnifiques. J'ai vraiment craqué sur ces pierres là qui sont vraiment très très belles. Ce sont des pierres éthiques, donc ça a quand même un certain prix. On n'est pas du tout sur des bijoux fantaisie qu'on peut trouver dans des supermarchés pour pas cher. Enfin, ça a quand même un coût, mais c'est vraiment le coût de la qualité. C'est parfait pour faire des cadeaux de Noël par exemple, pour faire vraiment un beau cadeau, ou à demander à Noël aussi, ça peut être très bien. Donc j'ai la bague qui est assortie avec le collier. J'ai également le collier de la collection Madame Césaria. Je vais avoir les petites dormeuses Snake qui sont vraiment très jolies. C'est pas forcément mon style de bijoux en temps normal, mais pourtant j'adore. Sachant que moi dans tous les cas je ne porte que du doré, vraiment je trouve que c'est la couleur qui me va bien. Et il y a également les créoles Valentina qui m'ont été envoyées, que j'aime énormément. Ce sont des créoles en or. Je vous montrerai également ce qu'elles donnent quand elles sont portées. Vous avez 15% de réduction sur toutes leurs boutiques jusqu'au 31 décembre 2022. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir, je vous ai mis les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir les bijoux que je vous ai présentés. Et je vous encourage vivement à soutenir cette marque qui a vraiment de très belles valeurs. Et nous passons tout de suite à la vidéo. La première question porte sur l'inflation. On m'a demandé ce que je comptais faire par rapport à l'inflation au niveau alimentaire. Est-ce que je comptais stocker? Alors je ne suis pas vraiment adepte du stockage, déjà parce que généralement ça fait que au moment où on s'inquiète un petit peu pour l'augmentation des prix, on se met tous à acheter, ce qui fait qu'on va créer des pénuries vraiment liées à ce stress de manquer. Les prix vont potentiellement augmenter encore plus suite à ça, pour répondre à la demande. Donc pour moi c'est pas forcément une vraie solution, mais il est toujours important d'avoir un minimum de réserve chez soi pour par exemple si on est malade, s'il y a un problème d'approvisionnement de quelques jours, évidemment avoir quelques conserves d'avance. Moi j'ai toujours une bouteille d'huile d'olive d'avance, j'ai toujours des laits végétaux en avance parce que je commande en grosse quantité sur internet pour avoir accès à des prix plus avantageux. Donc il y a plein de choses, enfin j'ai vraiment de la place dans mes placards. D'ailleurs je vais bientôt commencer un petit peu à vider mes placards, donc je vous filmerai peut-être tout ça parce que j'aime bien de temps en temps, pour réduire mes dépenses, vider mes placards justement pour un petit peu me rendre compte vraiment de ce dont j'ai besoin, de ce que j'ai déjà chez moi. Donc moi je ne suis pas une adepte du gros stock, de vraiment avoir une épicerie à la maison et pouvoir tenir 3 mois sans faire les courses, tout simplement parce que déjà ce serait une solution court terme, ça répond pas à la question sur le long terme de l'augmentation des prix. Même si je stocke 20 kg de pâtes aujourd'hui, il y a un moment je vais finir mes pâtes et je vais quand même devoir affronter les nouveaux prix. Donc ma manière de faire face à l'inflation, c'est déjà d'avoir toujours une épargne de sécurité pour ne pas m'endetter dès que j'ai besoin de quelque chose, et ensuite d'investir dans l'immobilier. Je parle pas de l'investissement à tout va pour avoir un parc locatif énorme, mais j'ai investi dans mon bien, dans ma résidence principale, avec mon compagnon. Je dis j'ai, mais c'est nous. Nous avons acheté l'appartement dans lequel nous vivons avec notre épargne, c'était l'intégralité de notre épargne d'ailleurs à l'époque.
ce qui nous permet de ne pas payer de loyer. J'ai une vidéo sur le sujet et c'est comme ça qu'on va continuer à faire ensuite. J'en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais pour nous c'est une belle façon de se protéger de l'inflation puisque l'immobilier suit généralement le cours de l'inflation, donc si les prix augmentent, l'immobilier augmente et déjà ça nous permet de ne pas être dépassé par le prix de notre loyer qui augmente, même si bien évidemment on fait selon sa situation. On ne peut pas tous acheter et c'est une évidence, mais on peut parfois aussi investir dans des biens, pas forcément pour vivre dedans, pour les louer, pour acheter un studio à mettre en location puisque la valeur du studio va suivre l'inflation. Et qu'en plus on peut se faire rembourser le crédit, une partie du crédit ou même plus que le crédit par un locataire si on le met en location. Donc pour moi ce sont des méthodes efficaces. Bon, il y a d'autres méthodes d'investissement qui existent, mais en tout cas c'est ma méthode à moi. Et après malheureusement l'inflation existe et elle est là. Et il y en a toujours eu, il y a eu des moments où ça a été pire que d'autres. On arrive dans une période avec pas mal d'inflation. Et pour moi déjà ne pas être à zéro sur son compte, vraiment essayer de mettre en place une épargne, même si elle perd de la valeur avec le temps, c'est important. Ensuite, on m'a demandé est-ce qu'une collaboration était envisagée avec d'autres youtubeurs. Donc oui, il y en aura très certainement, avec le temps, il y en aura sur ma chaîne, il y en a avec lesquels j'en ai déjà discuté. C'est juste que c'est toujours long à mettre en place. J'aimerais aussi faire des vidéos avec mon ami Andrea, donc le renard et les raisins. Je vous invite à aller voir sa chaîne d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a des manières de cuisiner très différentes, mais en même temps, on aime toutes les deux la bonne cuisine, la cuisine végane, la cuisine généreuse et gourmande. Donc on aimerait bien faire des collaborations autour de ça. C'est juste que ça demande toujours du temps. Donc voilà, après moi j'aimerais beaucoup aussi pouvoir faire le budget d'autres youtubeurs puisque je fais actuellement le budget de mes abonnés, je fais mon propre budget. Je trouve que ce serait super intéressant de pouvoir parler du budget d'autres créateurs de contenu. Donc un jour peut-être que j'arriverai à mettre en place. Il y a beaucoup de projets qui sont toujours longs à installer en fait parce que forcément dès que ça dépend de l'emploi du temps de deux personnes qui en plus sont indépendantes et ont un emploi du temps parfois assez chargé, c'est toujours compliqué. Mais oui, il y en aura, c'est sûr et certain. Je ne sais pas quand, mais c'est sûr qu'il y en aura. Alors, on m'a demandé est-ce qu'avoir des collègues ne me manque pas trop. Ça, c'est pas forcément propre au métier de youtubeur, de créateur de contenu, mais globalement pour beaucoup de personnes qui travaillent en indépendant. Donc c'est vraiment une question que je trouve très intéressante. C'est vrai que j'ai pas de collègues au quotidien, je suis pas dans un bureau, je travaille pas avec des personnes, je ne quitte pas mon domicile le matin pour aller travailler. Et donc c'est très important déjà de maintenir une vie sociale, mais également c'est vraiment important pour moi d'intégrer de la vie sociale dans la semaine. Donc généralement j'ai un petit peu mon planning où j'essaye d'avoir environ 2 moments dans la semaine où je vois du monde, que ce soit d'aller boire un verre, que ce soit de l'été d'aller à la plage avec une copine, juste d'avoir quelqu'un qui vient à la maison et on fait des cookies ou je vais chez quelqu'un, enfin d'avoir un petit peu de vie sociale comme ça dans ma semaine. Et le week-end généralement je vois du monde, donc là souvent ça va être du monde que je vois avec Didier, donc soit on va avoir des amis communs, soit on va voir notre famille, donc voilà, j'essaye d'avoir vraiment des moments de vie sociale dans ma semaine, c'est essentiel. Et également au niveau des collègues, j'ai quand même finalement des collègues mais dans un sens différent puisqu'il y a plein de gens qui font le même métier que moi et que quand on est créateur de contenu c'est très important de discuter avec d'autres créateurs de contenu. Moi en plus je suis très ouverte, j'aime beaucoup parler de budget, de voir comment on est payé par les marques, aller voir parce que des fois on peut se rendre compte qu'on s'est fait beaucoup moins payer que quelqu'un d'autre. C'est intéressant toujours de discuter pour parler des ressentis. Dès qu'il y a une nouvelle marque qui me contacte, je vais demander à des gens qui ont déjà travaillé avec eux pour voir s'ils ont eu un bon retour, si les produits sont très qualitatifs ou pas, si ça s'est bien passé. Et aussi pour discuter des aléas de notre métier. En discutant avec des créateurs de contenu, il y en a qui sont vraiment devenus des amis, des gens à qui je parle tout le temps. Je pense notamment à Andrea, on discute à longueur de temps, c'est vraiment devenu une de mes meilleures amies aujourd'hui parce qu'on fait le même travail et qu'à force d'en discuter, c'est chouette en fait de parler à quelqu'un qui fait le même métier que nous parce que mes amis du quotidien, la plupart ils s'en fichent un peu de ce que je fais, ils comprennent pas spécialement quand je suis en train de leur parler de mon référencement, de mon RPM, que j'ai une vidéo qui a fait ci ou ça et que c'est pas spécialement leur domaine et c'est normal, c'est comme s'ils me parlaient de leur travail, je saurais pas forcément quoi leur répondre. Donc c'est bien d'avoir des gens à qui parler de son métier. Et c'est bien aussi de faire des rencontres. À chaque fois que j'ai rencontré des personnes que je connaissais sur les réseaux sociaux, ça a été super sympa. C'était vraiment, à chaque fois j'ai vraiment accroché, j'ai jamais eu de déception en rencontrant des gens en vrai. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a cette espèce de relation parasociale où on se connaît sur les réseaux sociaux en ne s'étant jamais parlé. Et qu'en se rencontrant en vrai, on a vraiment l'impression de se connaître des fois et de se connaître depuis des années alors que c'est la première fois qu'on se voit. Et je trouve que c'est toujours assez marrant comme situation.
Donc voilà pour la question de la vie sociale et des collègues. On m'a ensuite demandé comment rester consistant dans la création de contenu. Donc pour moi c'est vraiment lié à la discipline parce que par exemple être motivé c'est bien pendant un temps, mais à un moment faut aussi se bouger. Le matin, l'été, il faut que je me lève très tôt pour filmer. Des fois j'ai pas envie de me lever mais je le fais quand même. Il y a le fait que mes revenus en dépendent, donc forcément si je veux toucher de l'argent à la fin du mois ou un peu n'importe quand dans le mois, parce que je suis pas payée spécialement à la fin du mois, mais il faut que je travaille, il faut que je démarche des entreprises. La plupart des marques avec lesquelles je travaille aujourd'hui, c'est moi qui les ai démarchées. Je vais avoir vraiment un rythme de travail que je me fixe. Au niveau de mon rythme de publication, il est assez fixe quand même, c'est une fois tous les 5 jours, sauf quand je fais un défi où je poste tous les jours, et je prends jamais de coupure. Il n'y a pas de moment dans l'année où je fais un mois de coupure. Enfin, dès que je prends un petit peu des vacances, donc généralement je vais prendre une semaine, ou des fois je vais réussir à prendre 10 jours, c'est qu'avant je me suis vraiment organisée pour qu'il n'y ait pas de coupure dans ma production de contenu. Donc je dirais vraiment que c'est de la discipline, et aussi à un moment je suis motivée par le fait que j'ai plein de choses à partager et que sinon ça s'accumule dans ma tête et que j'ai besoin en fait de sortir tout ça, de les partager, de présenter les recettes que je vous ai montrées en story, où j'ai eu plein de questions sur quelle était cette recette, comment on fait. J'ai hâte en fait de vous la partager. Et il y a aussi le fait que j'aime énormément ce que je fais. Je pense qu'aujourd'hui j'ai vraiment le métier dont je rêvais, enfin je peux pas rêver mieux que partager autour de mes passions avec des gens que ça va intéresser aussi. Vraiment c'est merveilleux. Et travailler avec des marques éthiques, c'est ce qui est important pour moi, pouvoir sélectionner en fonction de mes valeurs aussi. Et la dernière question concernant l'entreprise, parce que le reste ne sera pas vraiment sur ça, on m'a demandé si on veut devenir youtubeur, est-ce que l'on doit avoir une micro-entreprise? Alors pour créer des vidéos sur YouTube, non, mais à partir du moment où on se dégage des revenus, oui, il faut vraiment avoir une entreprise. Je vous conseille la chaîne qui s'appelle Joanne Freelance pour toi, ou Joanne pour toi Freelance, qui est vraiment bien et qui répond à énormément de problématiques. Sa chaîne m'a beaucoup servi, j'ai trouvé plein de réponses. Donc il y a beaucoup de vidéos, donc il faut sélectionner celle qui vous intéresse. Mais oui, il faut avoir une entreprise, il faut déclarer ses revenus. En plus, les revenus YouTube viennent de l'étranger, puisque Google est situé en Irlande, il me semble. Donc il faut les déclarer à la douane. Enfin, c'est vraiment important de ne pas faire n'importe quoi. Sinon, on peut se manger un contrôle fiscal ou quelque chose du genre qui peut entraîner une amende, et c'est pareil, il faut vraiment déclarer nos revenus à la douane. Donc n'importe qui est youtubeur, même si vous ne touchez que 70 € par an de YouTube, il faut les déclarer à la douane. Il n'y a rien à payer, mais simplement il faut les déclarer pour que Google paye sa TVA. Donc voilà, c'est obligatoire et il faut avoir une entreprise. Alors j'ai dit micro-entreprise parce que c'était la question, mais peu importe l'entreprise, il faut juste avoir une société pour déclarer ses revenus. Après on choisit selon les revenus qu'on dégage, selon son statut, selon ce qui est le plus intéressant pour nous. J'ai eu ensuite plusieurs questions qui concernaient mon prochain achat immobilier. Donc on m'a demandé est-ce que ce serait dans le sud, est-ce que notre prochain achat immobilier serait la maison d'hôte, parce que vous savez que notre but à terme est d'ouvrir une maison d'hôte, ce serait vraiment notre rêve. Enfin ce serait plutôt maison d'hôte, table d'hôte, vraiment autour de la cuisine végane, organiser des ateliers. J'aurais pas envie que ce soit mon activité vraiment à 100% parce que j'ai envie de continuer la création de contenu, mais d'avoir aussi cette offre là, de pouvoir, je sais pas, être en contact avec des gens aussi, ça peut vraiment être quelque chose qui m'intéresse. Mais non, ça ne sera pas notre prochain achat immobilier, puisque là je suis super contente de vous annoncer que nous sommes en train d'acheter un appartement dans lequel nous allons vivre. Donc cet appartement-ci dans lequel on habite depuis 3 ans va énormément me manquer parce que j'adore notre petit appartement. Mais nous achetons un appartement un peu plus grand, toujours à Marseille, mais il sera pas au centre-ville cette fois. On sera un petit peu plus dans la nature et c'est vraiment la raison principale qui nous pousse à vouloir acheter un autre appartement, c'est qu'ici on est au centre-ville, j'adore mon appartement, il y a un parc à côté et j'aime le côté minimaliste de ce petit appartement. Enfin, je l'aime trop et vraiment ça me fait un pincement au cœur de le quitter. Donc on va pas le revendre, on va le mettre en location dès qu'on le pourra. Pour l'instant on attend des travaux de copropriété, donc malheureusement tant que les travaux ne sont pas passés, vu que ce sont vraiment des travaux qui obligent à être délogés quelque temps, on va pas mettre de locataire parce qu'on n'a pas envie de forcer les gens à être délogés pendant un temps, même si c'est pris en charge par l'assurance, on n'a pas envie de faire ça. Mais on va, après les travaux, quand ils seront passés, on mettra des locataires, on mettra l'appartement en location. En attendant, on va le prêter à des amis ou éventuellement peut-être faire de la location courte durée pour rentabiliser nos charges, enfin on verra.
sachant qu'il n'a pas des charges très élevées. Mais donc nous allons acheter un nouvel appartement, donc plus grand, puisque là ce sera un appartement avec 2 chambres. Alors non, je ne suis pas enceinte, non, je n'ai pas prévu d'avoir d'enfant maintenant, bah mon copain non plus, enfin tous les deux quoi, on n'a pas prévu d'avoir d'enfant pour le moment, même si on en veut, et ça fait partie aussi de notre achat immobilier, puisque dans l'appartement que nous avons actuellement, même s'il y a une petite pièce qui sert de bureau, il n'y a pas de fenêtre, donc vraiment ce serait compliqué pour en faire une chambre d'enfant, même si voilà, on ne veut pas d'enfant maintenant, mais ce sera quelque chose qu'on voudra faire dans quelques années. Et donc c'était une des raisons qui a orienté notre choix. Il y avait le fait aussi que notre épargne augmentait beaucoup et qu'on s'est demandé ce qu'on pouvait en faire et qu'on s'est dit que ça pouvait être chouette de l'investir dans l'immobilier, qu'on en avait la possibilité, que mon copain actuellement est en CDI, peut-être qu'un jour il ne le sera plus, dès qu'il aura trouvé ce qu'il voudra vraiment faire comme entreprise, peut-être qu'il sera en indépendant et que ce sera très compliqué d'emprunter à ce moment-là. Donc on voulait profiter de pouvoir emprunter pour le moment pour acheter notre futur logement, et que c'est encore une fois une manière de placer notre épargne. L'investissement dans l'immobilier, même si on peut dire que c'est pas le meilleur moment pour le faire, mais il n'y a jamais de meilleur moment pour investir dans l'immobilier. Là on a une période où potentiellement les prix de l'immobilier vont baisser, mais en même temps les taux immobiliers augmentent aussi. On a vraiment réussi à avoir un bon taux légèrement inférieur à 2%. Donc nous allons emprunter, j'en parlerai vraiment en détail sur la question budgétaire, tous les chiffres, j'en parlerai dans ma vidéo sur mon budget 2022, comment ça s'est agencé, puisque bien évidemment ça a beaucoup joué sur notre épargne. Si on a pu avoir cet appartement, c'est vraiment lié à notre capacité d'épargne, au fait qu'on a beaucoup épargné. Donc quand je vois des commentaires qui me disent que ça sert à rien d'épargner, qu'avec l'inflation c'est un gâchis d'argent d'épargner, ou que épargner ça sert à rien, qu'il faut profiter de l'argent et qu'on n'en profitera pas quand on est mort, etc. Bah, mon but dans la vie c'est pas de mourir dans 2 mois, enfin j'espère vraiment que je serai pas morte dans 2 mois, que mon copain non plus, vraiment je touche du bois vraiment. Épargner ça nous permet d'accéder à tous nos projets actuellement, tous les projets qu'on a pu mettre en place, que ce soit acheter l'appartement dans lequel on vit actuellement, que ce soit créer mon entreprise, que ce soit acheter ce nouvel appartement, tout ça, ça a été possible uniquement par le début en fait, notre capacité d'épargne dès le début, quand je gagnais 1400 € par mois et que j'épargnais plus de la moitié de ce que je gagnais. C'est ça qui a pu engendrer tout le reste ensuite, parce que ça nous a permis d'avoir cet appartement sans faire de crédit, ça nous a permis ensuite que je puisse créer mon entreprise en ayant confiance en moi et en mes capacités à générer de l'argent sans avoir peur de ne pas pouvoir payer mon loyer. Et après, il y a le fait qu'on n'a pas entaché notre capacité d'emprunt avec le premier bien et que ça nous permet de pouvoir emprunter vraiment sur la totalité de notre capacité d'emprunt pour cet appartement, ce nouvel appartement qui est vraiment trop beau. J'ai trop hâte de vous le présenter, enfin je suis trop contente. C'est pas un immense appartement, c'est vraiment un T3. Il a un petit accès à l'extérieur, donc ça c'est trop chouette parce que c'est vraiment ce qui me manquait depuis les confinements. J'ai vraiment eu ce ressenti, enfin c'est la première fois que je ressentais vraiment le fait qu'en appartement on n'a pas accès à l'extérieur, et ça m'avait jamais frappé avant, dans le sens où je pouvais sortir quand je voulais, je pouvais aller dans les parcs, je pouvais aller souvent chez mes parents aussi qui habitent en plein milieu de la nature. Et donc voilà, on est trop content de devenir encore une fois propriétaire. Je sais que ça peut devenir un sujet sensible parce que on est privilégié de pouvoir le faire, on a beaucoup de chance de pouvoir le faire. Il y a bien sûr un mélange de chance mais aussi de travail. Notre épargne a été constituée par nos efforts aussi, mais il est évident qu'on a eu des privilèges et j'en ai parlé 1 milliard de fois sur mes vidéos. On a eu de la chance, on a eu la chance d'être dans des bonnes conditions aussi pour pouvoir le faire. Mais voilà, j'avais trop envie de vous le partager, j'avais vraiment hâte. Au moment où vous verrez cette vidéo, on va acheter l'appartement quelques jours plus tard, puisque nous avons signé le compromis il y a déjà quelques mois. Et là nous allons avoir la remise des clés le 8 décembre, donc c'est vraiment imminent. Le déménagement va pas se faire tout de suite, sachant que comme je vous l'ai dit, on va pas avoir de locataire directement dans cet appartement, donc on va pouvoir prendre le temps de déménager tranquillement. On laisse quelques jours aux anciens propriétaires aussi pour vraiment pouvoir faire leur déménagement tranquille aussi. Ça s'est tellement bien enchaîné, enfin ça a été une galère pour les crédits, je pense que j'en parlerai vraiment dans une vidéo dédiée, mais ça a été, le crédit immobilier c'était notre tout premier, ça a été une galère. Au niveau de mes revenus d'indépendante, ça a été une galère. Heureusement vraiment qu'on avait notre rapport, sans ça c'est sûr et certain qu'on n'aurait pas pu acheter ce bien. Donc j'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de vous faire un petit appartement de tour. Je sais pas si je le ferai immédiatement ou si je le ferai quand l'appartement sera bien meublé, ou peut-être que j'en ferai 2, un quand on aura l'appartement pour vous montrer un petit peu dans quel environnement on va vivre,
et un une fois qu'il sera bien meublé et qui sera vraiment bien joli, bien présentable, parce qu'au début c'est toujours un petit peu sommaire. Et donc pour la maison d'hôte, ce ne sera pas encore maintenant, tout simplement parce que pour le moment c'est pas possible. Mon copain est encore salarié, on n'a pas encore atteint les objectifs d'épargne que l'on veut pour ça, mais en fait l'appartement ne va pas du tout nous ralentir dans tout ça, puisque en investissant dans cet appartement, ça nous permet, au moment où on sera en capacité d'acheter la maison d'hôte, d'avoir une bonne partie de cet appartement qui sera déjà remboursé. Ça nous permettra aussi de le louer pour compenser la mensualité qu'on met dedans. L'appartement dans lequel on habite actuellement n'a pas de crédit, donc on pourra, avec des locataires dedans, financer une partie de notre crédit immobilier pour la maison d'hôte aussi. Et d'ici là, on veut se faire un bon apport aussi. Notre maison d'hôte pour nous ce sera vraiment, on aimerait faire un espace de vie vegan avec du terrain, avec des animaux, vraiment ce serait mon rêve de pouvoir avoir des animaux qui sont rescapés des abattoirs ou des élevages ou des animaux qui ont été maltraités, vraiment d'avoir des animaux que l'on n'utilise pas pour gagner de l'argent, vraiment juste des animaux dont on s'occupe et qu'on aime pleinement juste pour ce qu'ils sont, sans rien espérer d'eux en retour en termes de rendement ou en quoi que ce soit. Et ça implique forcément des frais. Si on a, je sais pas, des chevaux, des vaches et qu'il faut les emmener chez le vétérinaire, ça va coûter super cher. Donc on veut vraiment que ce mode de vie puisse être assuré par notre épargne, par nos investissements avant aussi. Comme je le disais en début de vidéo, moi je suis pas pour avoir un énorme parc immobilier, je suis pas pour le truc d'investir avec un énorme cash flow. C'est pas mon but en tout cas, moi je veux vraiment continuer à travailler, je veux continuer à créer du contenu, je veux avoir la maison d'hôte, je veux pouvoir faire des ateliers de cuisine dedans, je veux pouvoir m'occuper des animaux, je veux vraiment avoir cet ensemble de choses qui me font rêver. Didier est passionné de vélo aussi, donc un environnement où il pourrait faire du vélo, éventuellement peut-être créer une entreprise autour du vélo, voir ce qu'il pourrait faire autour de ça. Et on n'a pas envie de se lancer de manière risquée en ouvrant une maison d'hôte demain alors qu'on n'a pas assez de recul sur... on est jeune encore, on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez d'épargne. Tout est relatif, mais pour nous, on n'a pas assez d'épargne pour faire ce projet. Donc si on veut des enfants au milieu de ce projet, ce sera plus compliqué financièrement parce qu'on pourra plus mettre autant de côté, qu'on aura des besoins plus élevés, qu'on aura moins de temps. Donc c'est tout un ensemble de choses, on essaye vraiment de bien planifier. Rien ne peut être planifié à la perfection et il peut y avoir plein d'imprévus dans la vie, même en termes de capacité à avoir des enfants, ça peut arriver qu'on ait des difficultés aussi. On ne sait pas, peut-être que ça nous affectera, peut-être que... Je sais pas comment ça se passera pour l'avenir, en tout cas on essaye de mettre toutes les chances de notre côté. Donc on est trop content pour ce nouveau projet, vraiment ça nous rend trop heureux. On m'a ensuite demandé des conseils pour réussir à épargner avec 1100 € de revenus et 790 € de dépenses fixes. Donc c'est très difficile de pouvoir répondre sur la question du budget de quelqu'un sans avoir le détail des dépenses et malheureusement ça prend un temps fou de travailler sur un budget. Donc c'est pour ça que sur ma chaîne, dès que je travaille sur un budget, c'est pour le présenter en vidéo pour que ça puisse servir à la fois à la personne qui m'a envoyé son budget, même si parfois elle ne recherche pas spécialement des conseils mais simplement à le partager, mais également pour les personnes qui regardent pour pouvoir trouver des idées dans des budgets qui peuvent plus ou moins ressembler aux nôtres, mais malheureusement je ne peux pas répondre comme ça avec trop peu d'informations sur la situation des gens et je ne peux pas non plus travailler sur le budget de chaque personne. On me l'a déjà demandé de manière rémunérée aussi, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Je ne suis pas coach et je ne suis d'ailleurs pas vraiment adepte des coachings et choses dans le genre. Et donc je ne le ferai pas, pour moi c'est vraiment de manière non professionnelle au sein d'une vidéo pour le présenter. Et après pour les astuces pour réduire son budget, il y en a énormément sur ma chaîne pour trouver des manières de diminuer ses factures. Malheureusement parfois on ne peut pas vraiment diminuer, ça peut être compliqué d'épargner, mais vraiment ne pas hésiter à aller voir les contenus que j'ai pu faire sur le sujet. Et si vous êtes en difficulté, vraiment n'hésitez pas à vous faire aider, à contacter une assistante sociale. C'est vraiment quelqu'un qui pourra peut-être beaucoup plus vous aider que de simples conseils sur internet aussi, parce que si ça vous aide à débloquer des aides ou à trouver des solutions, à avoir des bons d'achat pour la nourriture, voilà, ça peut être beaucoup plus efficace que simplement trouver des idées sur internet. Alors ensuite une question que j'ai trouvée rigolote, on m'a demandé si je jouais toujours aux Sims. Je trouve ça marrant que la personne s'en soit souvenue, mais c'est vrai qu'il y avait un moment où je jouais aux Sims, je crois que c'était pendant les confinements, où je m'étais remise à jouer. Il faut savoir que quand j'étais petite, j'adorais les Sims, je ne les avais pas chez moi, du coup j'y jouais chez une copine et je trouvais ça incroyable. Vraiment je me disais que mon plus grand rêve dans la vie c'était de pouvoir jouer aux Sims chez moi. Mais du coup maintenant je peux parce qu'il y a les Sims sur l'ordinateur de mon copain.
mais je n'y joue pas parce que c'est beaucoup trop chronophage. Vraiment, j'adore les Sims. Je trouve que c'est vraiment bien fait. On peut y passer des heures, on peut être aspiré dans le tourbillon des Sims vraiment et passer, mais comme dans n'importe quel jeu vidéo en vrai. Mais c'est vrai que je suis pas tellement attirée par les jeux vidéo en général parce que je m'y mets pas. Parce que je sais aussi que j'ai tendance à, quand je me mets dans quelque chose, je le fais vraiment à fond. Et ça a été ça pour les réseaux sociaux par exemple, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, ça n'a pas été juste ponctuel, je me suis vraiment mise, je me suis mise à investir tout mon temps dedans, sur Instagram c'est pareil, et j'ai pas le temps, j'ai pas la possibilité de me mettre sur les Sims, sinon je sais que ça va entraver vraiment mon travail et que j'aurai tout le temps envie de jouer aux Sims plutôt que de faire du montage. Donc voilà, non, je n'y joue pas, mais je trouve ça rigolo qu'on me l'ait demandé. Le seul jeu auquel je joue, c'est un jeu sur mon portable qui s'appelle Homescapes, qui n'a rien d'incroyable, mais vraiment je trouve que ça fait passer le temps dès qu'on s'ennuie. J'ai pas tellement de temps dans la vie où je peux m'ennuyer chez moi, mais en tout cas quand je suis dans le bus ou quand je sais pas, je suis quelque part, j'attends quelqu'un et je m'ennuie, et je vais jouer à Homescapes sur mon portable, bon, même si la plupart du temps j'écoute surtout des podcasts. Mais ça m'arrive, donc voilà, en tout cas en termes de jeux vidéo, je ne joue pas beaucoup aux jeux vidéo parce que je sais que sinon je jouerais beaucoup trop. On m'a ensuite demandé comment calculer ses besoins en protéines. Alors je précise que je ne suis pas nutritionniste, diététicienne, professionnelle de santé, mais simplement il est recommandé par les organismes officiels de santé. Je vous invite d'ailleurs à aller vous renseigner sur les pyramides alimentaires, sur les recommandations, sur vraiment les besoins de base qui sont les mêmes qu'on soit vegan ou omnivore. On a les mêmes besoins, simplement on les couvre pas de la même manière. Moi je me base sur la pyramide alimentaire vegan que vous pouvez trouver par exemple sur Vegan Pratique, c'est le site que L214 a mis en place avec des conseils de professionnels de santé. Mais donc les besoins en protéines, on va dire que le minimum requis c'est 0,8 g de protéines par kilo de masse corporelle, mais sachant que il vaut mieux être plutôt à 1 g apparemment, et ce que l'on entend par masse corporelle, c'est vraiment masse corporelle en bonne santé. Donc par exemple si vous faites 30% de plus que votre poids idéal de santé, on va dire que cette marge de poids là, il faut vous baser plutôt sur le poids santé, et pareil si vous êtes en sous-poids, il faut vous baser sur le poids santé aussi. Donc souvent c'est quelque chose dont on parle pas vraiment, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir Vegan Pratique, moi j'aime bien ce site. Sinon vous avez des sites en anglais, mais éventuellement je vous mettrai ça en barre d'infos si vous voulez aller vous renseigner sur le sujet. Ensuite, la dernière question, j'ai un petit peu hésité à y répondre. J'ai eu donc une question qui m'a demandé comment j'ai réagi, comment je me sens après les réactions qu'il y avait eu à l'interview pour Mademoiselle. Et j'ai eu d'autres questions aussi qui sont liées à la méchanceté ou le harcèlement sur internet ou ce genre de choses. Alors pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, j'avais fait une interview pour le magazine en ligne Mademoiselle, et qui vraiment était devenu vraiment viral, donc il y a eu énormément de réactions. Mais il faut savoir qu'avant ce magazine, j'avais déjà eu une forme de petit buzz, on va dire, sur ma chaîne YouTube. Enfin, j'en ai eu plusieurs fois, j'ai eu pas mal de fois des buzz, et c'est ce qui a contribué à faire grandir ma chaîne. Personnellement, j'adore pas les périodes de buzz, je préfère avoir une croissance constante et vraiment juste avoir des bonnes statistiques et avoir des bons retours sur mes vidéos, qu'avoir comme ça des périodes explosives où on gagne un nombre d'abonnés incroyable, on gagne un nombre de vues aussi incroyable et forcément des sommes d'argent qui sont vraiment importantes. À des moments j'ai vraiment bien gagné ma vie, et c'était lié pas à des gens qui suivaient mon contenu parce qu'ils l'aimaient bien, mais à des gens qui tombaient sur mon contenu et qui critiquaient. Et généralement ces personnes-là ont tendance à tout regarder, enfin elles tombent sur quelqu'un qu'elles aiment pas et elles se mettent à regarder vraiment tous les contenus en entier, donc forcément ça fait que ça génère beaucoup d'interactions et beaucoup plus de revenus. Donc j'avais eu une période comme ça, donc c'était en septembre à peu près, quand il y avait eu les annonces un peu gouvernementales autour de l'écologie. Je m'étais vraiment pris plein de monde qui s'était rabattu sur ma vidéo sur le chauffage pour me dire que j'étais un pantin du gouvernement, que voilà, que j'avais été payée pour faire ça par le gouvernement. Bon, sachant que mes vidéos dataient de 2 ans avant à chaque fois, et ils ont ciblé mes vidéos écologie et aussi celles d'économie. Mais donc j'avais déjà eu une petite vague comme ça avait été long en fait, ça avait été de septembre à mi-octobre je pense, une espèce de vague comme ça, une forme de harcèlement quand même. C'est pas du harcèlement d'une seule personne, même si en fait sur YouTube c'est facile à gérer le harcèlement. S'il y a quelqu'un qui vous embête, vous le bloquez et la personne ne revient pas, enfin vous pouvez vraiment bloquer son profil.
et c'est bon. Mais c'est quand c'est sur des plateformes qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes. Et par exemple dans le cas de l'interview pour Mademoiselle, c'était vraiment parti assez loin. Pour résumer les interviews, enfin j'en ai déjà eu pas mal, hein, des interviews pour des magazines, pour des blogs, pour... j'ai pas mal de demandes en vrai parce que je fais des sujets qui des fois correspondent à l'actualité, donc ça peut faire de l'audience pour les magazines donc qui me contactent. Sachant que déjà j'ai refusé tout ce qui était télévision, mais j'avais eu BFM TV, M6, France 2 qui me contactaient pour des reportages sur les économies d'énergie ou sur les économies d'argent. J'ai toujours refusé parce que je sais que ça génère du harcèlement, je sais que ce sont on peut couper au montage, on nous fait dire un petit peu ce qu'on veut, et surtout l'audience ne nous connaît pas, va interpréter potentiellement n'importe comment, et ça peut finir en harcèlement. Pour moi c'est important d'évoluer sur les réseaux sociaux en faisant vraiment attention à ma santé mentale, donc j'ai toujours refusé ça, et j'accepte quelques trucs de magazine dès que je me dis que ça va pas prendre trop d'ampleur. J'avais accepté au même moment donc pour Mademoiselle et pour le magazine Elle. Donc dans le magazine Elle, c'était vraiment une mini interview de 8 lignes, enfin vraiment un tout petit truc où j'étais avec 3 autres créatrices de contenu. Donc ça, j'ai pas eu de retombées négatives, j'ai juste eu de nouveaux abonnés liés à ça et j'ai des gens qui sont venus m'envoyer des messages très sympas. Pour Mademoiselle, ça a été un peu différent parce qu'ils l'ont partagé sur leurs réseaux sociaux. Moi je l'avais eu au téléphone, c'était une interview téléphonique, j'ai répondu aux questions, la journaliste était extrêmement bienveillante et je lui avais demandé si ça allait être diffusé sur les réseaux sociaux, elle m'a dit que ce serait partagé sur leur Facebook. Je lui avais dit quand même que j'étais pas fan de l'idée que ce soit diffusé sur Facebook parce que sur Facebook, il y a beaucoup de commentaires haineux. Je trouve que la haine arrive très vite, mais c'est vraiment le post Facebook qui avait pris énormément d'ampleur. Donc j'étais allée voir environ, je sais pas, 1 heure après que ce soit sorti, il n'y avait pas tant de commentaires que ça. Il y avait de la haine, mais on va dire, enfin c'est triste à dire, mais j'ai un peu l'habitude sur les réseaux sociaux d'avoir des commentaires pas très agréables. Bon bah on fait avec, ça fait malheureusement partie du métier, et heureusement c'est compensé par le fait qu'on reçoit beaucoup de bienveillance et d'amour aussi en fait. Donc la haine prend une petite place et on n'y fait pas trop attention. Et quand je suis revenue quelques heures après, ça avait pris une ampleur incroyable. Enfin, il y avait vraiment des tonnes de commentaires. Il y avait plus de 1000 commentaires, enfin vraiment 1500 commentaires, quelque chose comme ça. Et il y en avait qui étaient horribles, des trucs super dégradants, des trucs super sexistes, des trucs qui insinuaient que... Bon, qui insinuaient le pire, vraiment. Mais il y en avait qui insinuaient que je michetonnais mon copain. Voilà, enfin des trucs en mode... parce que je suis une femme et que je parle d'argent, forcément je suis en train de vivre sur les revenus de mon copain. Déjà, il n'y a pas de honte à être sur les revenus d'un homme ou de son partenaire, mais bref, en tout cas, voilà, il y avait des commentaires vraiment dégradants, il y en a qui étaient insultants, et pour moi, ils n'étaient pas assez modérés, donc ça veut dire qu'à un moment, j'ai commencé... Au début, ça allait, j'étais très zen, parce que j'ai l'habitude, et à un moment, quand j'ai vu que ça commençait à prendre de l'ampleur, que les gens disaient n'importe quoi sur moi, et que c'était pas modéré du tout, j'ai vraiment commencé à vriller. Et là j'ai vraiment contacté la journaliste, je lui disais que là ça allait pas du tout, que c'était pas modéré, qu'il y avait des trucs insultants, que c'est quand même un média féministe et qu'il y a une femme qui est en train de se faire rabaisser dans les commentaires et que la femme c'est moi et que clairement je ne l'accepte pas. Et qu'il y avait des commentaires super dégradants sur les femmes en général. Alors il y en avait, ça allait, enfin bon, il y en a qui me traitaient de radine, de trucs comme ça. Concrètement, je m'en fiche. Enfin, ce que les gens ont à dire sur le rapport à l'argent des autres, ça en dit plus sur leur propre rapport à l'argent. Mais quand ça commence à être une abondance et que je vois que c'est pas modéré, bah j'avoue que ça m'a vachement embêtée, et en fait ça a été très violent parce que ça a été 1500 commentaires en 2 jours en fait. Donc j'ai eu de la chance, ça a pas duré longtemps. J'ai contacté la journaliste, je lui ai dit de faire quelque chose en fait, et donc ils ont bloqué les commentaires, ils ont laissé les commentaires actuels, donc il y a quand même de la haine envers moi qui a été laissée en visible, et donc voilà, bon ça je peux rien y faire malheureusement. Je lui avais demandé si je pouvais modifier un peu l'article, finalement ça n'a pas été fait, parce que je trouve que dans l'article c'est une interview de moi, mais qui a été faite au téléphone, donc forcément elle a fait un résumé à l'écrit, ça a été très bien écrit, mais ce n'est pas forcément mes mots. Des fois il y a des petites choses qui ont été enlevées que moi j'aurais pas enlevées, il y a des précautions que moi j'aurais mises qui n'ont pas été mises. Par exemple, un exemple tout bête, mais dedans elle me demandait un exemple un peu facile pour économiser de l'argent. Je lui ai dit par exemple d'éviter de prendre des cafés Starbucks à 5 € tous les matins, qui est une astuce de base en fait quand on veut économiser. Dedans elle a mis dans l'article par exemple « Raphaël ne prend pas de café à l'extérieur ». Mais c'est pas vrai, enfin c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il fallait pas boire un verre à l'extérieur ou prendre un café à l'extérieur. J'ai dit qu'il fallait pas prendre des habitudes de consommation où on dépense 5 € par jour dans des choses qui nous paraissent insignifiantes et qui à la fin de l'année représentent 1800 € de dépenses. C'est ça que je disais en fait, pas qu'il fallait pas s'accorder de plaisir. Et bon, il y a, de toute façon, même ce qu'il y a dans l'article en soi, la plupart des gens qui m'ont critiqué n'ont pas du tout lu l'article et ont simplement lu le titre
et ont commencé à le déformer, ça a été posté sur des groupes, j'ai des abonnés qui m'envoyaient des captures d'écran, des groupes où ça avait été partagé, des gens qui connaissaient pas mon contenu et qui disaient tout et n'importe quoi, et en fait, autant quand c'est sur mes propres réseaux, je peux modérer, parce que bien sûr que je modère quand quelqu'un m'insulte à un moment, j'accepte pas ça, c'est mon espace, c'est pas un endroit fait pour m'insulter, mais aussi je sais que j'ai des abonnés qui vont pas me défendre, mais qui vont répondre en fait au truc. Si quelqu'un dit j'en sais rien, Raphaël elle passe sa vie à prendre l'avion pour aller à Dubaï, j'ai des abonnés qui vont répondre sur le sujet pour dire que ce n'est pas vrai. Et là, il n'y a pas ça parce que les gens ne me connaissent pas. Et donc ils sont en train d'interpréter tout et n'importe quoi, de faire des romans en racontant une vie que j'ai pas, et avec des gens qui valident ça. Donc ça a vraiment été dur sur le coup. Heureusement, ça n'a pas tellement atteint mes cercles à moi, puisque la plupart n'ont pas lu l'article en fait, donc n'ont pas vu mon nom, donc ne sont pas allés sur mes réseaux sociaux, donc heureusement. Et également j'ai surtout eu des retombées positives ensuite, donc à part sur le coup où ça a été assez dur émotionnellement, j'ai gagné des milliers d'abonnés en seulement 2 jours, j'ai eu des tonnes de messages très bienveillants aussi sur mes réseaux sociaux, de gens qui se sont abonnés à moi. À la fin j'avais trop honte de l'article, en fait j'avais pas envie que les gens tombent dessus, parce que je me disais qu'il devait être horrible s'il avait généré tout ça. Donc, et maintenant ça va mieux, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui m'ont apprécié avec cet article, donc c'est que ça allait en fait, peut-être qu'il y avait juste une histoire d'interprétation et parfois certes quelques mots qui étaient pas exactement comme moi je les aurais dit. Si jamais l'article vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos si vous voulez aller voir, enfin s'il est encore disponible. Je ne sais pas, je suis pas allée voir récemment mais je pense. Et ah oui, et quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'il y a des gens qui sont allés envoyer des mails aux personnes avec lesquelles j'ai pu travailler pour leur dire que j'étais une horrible personne, en leur disant mais vous avez lu l'article, c'est vraiment une horrible personne. Et vraiment j'ai relu l'article plein de fois, je vois pas ce qui peut me faire passer pour une aussi horrible personne. Comment on peut interpréter et projeter au point de voir avec qui j'ai pu travailler dans le passé pour les contacter et leur dire que je suis horrible. Vraiment, c'était vraiment de l'incompréhension en fait quand je voyais ça. Donc c'était une réponse un petit peu longue, mais j'espère que la vidéo globalement vous aura plu, que j'ai pas plombé l'ambiance avec la fin. En tout cas, merci beaucoup à Aglaya Co d'avoir soutenu ma vidéo avec leurs magnifiques bijoux. Je compte en offrir à Noël à l'une de mes proches parce que vraiment je trouve leurs bijoux trop beaux et que je trouve que c'est une super idée de cadeau vraiment d'offrir des bijoux éthiques. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire de soutien, et puis globalement sur les réseaux sociaux, si vous voulez annuler la haine que des gens peuvent recevoir, bon en ce moment j'en ai pas, hein, en ce moment ça va, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, à liker les commentaires gentils que des gens ont pu mettre aux gens, même si vous n'avez pas le temps de laisser un commentaire, si vous voulez pas laisser votre nom, juste likez les commentaires bienveillants pour les faire remonter et faire disparaître les commentaires les plus négatifs. Enfin en tout cas c'est le conseil que je peux vous donner sur ça. N'hésitez pas à mettre un like sur ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne si le contenu que je partage vous plaît. Et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!